Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je reçois aujourd'hui un médecin, un professeur, spécialiste en toxicologie. Il est chef du service toxicologie au CHU Ben Badis de Constantine. Il est également à la tête du département de pharmacie de la faculté de médecine de la même ville. Belmahi Mohamed Habib est avec nous sur ce plateau. Professeur, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, cette première question, même si vous êtes spécialiste en toxicologie et non en toxicomanie. Cette information donnée par le Soir d'Algérie cette semaine, 3 enfants âgés entre 8 et 11 ans, hospitalisés d'urgence suite à la consommation de psychotropes. Ça s'est passé à Bel Abbès. Je vous avoue que cette information, je l'ai lue et relue à plusieurs reprises. 8 et 11 ans, professeur. Je pense que ça ne m'étonne pas, d'autant plus qu'on fait un dépistage au niveau donc, du service de toxicologie et on constate qu'il y a énormément d'abus et d'utilisation un peu anarchique et intempestive de psychotropes. Pour vous dire comment, je ne sais pas, mais ça touche aussi bien, avant c'était beaucoup plus le sexe masculin, maintenant c'est masculin et féminin, même des jeunes filles qui subissent ce qu'on appelle maintenant, dans le cadre des fêtes, des drogues de soumission. C'est-à-dire qu'on leur donne des molécules auxquelles donc, où la petite un peu ne se rappelle plus de ce qu'elle a fait pendant la soirée. Et il y a des abus sexuels. Et là, c'est très fréquent et les parents sont désemparés. Ce que nous connaissions ailleurs, sous d'autres cieux, dans les discothèques, les boîtes de nuit qui étaient glissées dans les boissons. On les retrouve dans les mariages, dans les fêtes d'anniversaire beaucoup plus. Bon, ça s'est un peu arrêté avec un peu le Covid, ce rassemblement. Mais je vous dirais facilement que 2019-2020, les chiffres sont assez effarants. D'où on se retrouve aujourd'hui, un enfant de 8 ans déjà accro aux psychotropes et autres drogues. Alors, comment on peut le sauver au-delà de l'acte d'urgence, celui de le garder en vie? Comment faire revenir un enfant de 8 ans à une vie non addictive? Je pense qu'il faudrait passer à l'étape de l'éducation. Je pense qu'on n'en parle pas assez du problème de la drogue. J'ai participé à certaines journées et généralement, il y a la journée de la toxicomanie, une seule journée. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Une seule journée. Est-ce que vous pensez qu'une seule journée suffit? C'était d'ailleurs le 20 juin. Voilà. C'était le 20 juin dernier. C'est comme la journée du tabac, une journée. Je pense que c'est un problème un peu important pour un peu tarabusquer les gens et en parler. Faire des déplacements surtout au niveau des écoles, au niveau des établissements, pour en parler et sensibiliser ces gens-là. Faire même des petites réunions avec les parents d'élèves, sachant qu'il y a certains parents d'élèves savent que leur enfant fume. Et on peut commencer par la cigarette et terminer par autre chose. Oui. Et là, je pense que la sensibilisation est plus qu'importante. Elle n'est pas une sensibilisation en une journée, mais c'est une sensibilisation perpétuelle. Il faut faire un matraquage. Oui, vous le disiez à l'instant, il y a le 20 juin, donc le 20 juin dernier, c'était cette fameuse journée mondiale de lutte contre la toxicomanie. Alors, dans la foulée, le secrétaire général du ministère de la Santé vient de mettre l'accent, il y a quelques jours, sur la nécessité d'étendre l'usage de la méthadone. Alors, professeur, la méthadone, c'est un produit de substitution idéal? Là, c'est vraiment aux toxicologues. Oui, c'est un problème de substitution, mais qui doit être utilisé sous surveillance médicale. Ce n'est pas un traitement qu'on peut prendre à tout azimut. C'est ça là. Donc on peut orienter, mais il faudrait faire un peu. À l'heure actuelle, je reçois des gens dans le service qui savent que leurs enfants, et on le dépiste, qui sont sous lyrica, sous benzo, sous cannabis, sous plusieurs molécules également. On a trouvé, même récemment, si vous avez entendu, on a trouvé, je pense, quelques kilos de cocaïne à Oran. Il y a de la cocaïne. 490 kilos. Il y a de la cocaïne à Constantine. On en a trouvé. Donc, mais à ce moment-là, quel est l'intérêt? J'ai des parents qui viennent me voir en me disant, bon, je sais que mon fils prend de la drogue. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas des centres de désintoxication. L'Algérie est passée finalement, et ça n'a pas été assez répercuté, d'un point de passage de la drogue, des drogues dures, à un point d'ancrage. Nous ne sommes plus simplement un port de passage maintenant. Vous ressentez ça au niveau des services que vous dirigez? À travers les dosages, oui. On trouve plusieurs molécules, même des molécules qui ne sont pas
qui sont pas... Avant, on avait un pourcentage, beaucoup plus c'était un pourcentage, qui était lié à l'usage abusif des médicaments. C'était la classe des médicaments. Mais maintenant, il y avait donc médicaments cannabis uniquement, mais maintenant on trouve des drogues dures. De plus en plus de drogues de synthèse aussi. De synthèse, oui. D'accord. Revenons un peu à votre domaine de spécialité, même si vous touchez à cela aussi. Et là encore, l'actualité brûlante. L'actualité, même j'allais dire dramatique. Encore des intoxications collectives lors de mariages ou dans des cantines. Comment en arrive-t-on là? Manger, boire, est-il devenu dangereux en Algérie? C'est un peu difficile pour vous répondre maintenant à cette question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intoxications alimentaires, mais là, c'est beaucoup plus des intoxications alimentaires d'origine bactériologique. C'est-à-dire que c'est une mauvaise conservation des aliments, une mauvaise préparation. Parfois, j'ai constaté qu'on conserve des aliments la veille, on les prépare la veille, et puis les frigos ne fonctionnent pas, et puis on a des intoxications alimentaires. Donc ça relève un peu des services concernés, du contrôle. Vous êtes de toutes les manières en première ligne. Alors, bon, l'actualité de la Covid, généralement, on parle des premières lignes, ce sont les soignants pour la Covid, mais vous êtes aussi en première ligne. Qu'en est-il de cette première ligne? Les médecins en charge des patients admis en toxicologie, comment ils vivent cet afflux, ce que vous décrivez comme une augmentation des chiffres? Honnêtement, la question... Pendant la période du Covid, je pense qu'on a délaissé, honnêtement, on a délaissé beaucoup les autres pathologies au profit du Covid. C'est ce que je voulais entendre, parce qu'en fait... Les enfants, les diabétiques, les insuffisants rénaux, beaucoup de services. Bon, c'est vrai qu'on était dans l'obligation de demander à certains services de libérer des lits Covid. Mais les gens, à l'inverse, dans cette période de confinement, je peux vous dire que les gens sont adonnés, pour se calmer, à des substances un peu psychologiques, à des antipsychotiques. Je pense que la consommation de ces molécules a vraiment augmenté. Vous avez une idée, une perception de l'augmentation de la courbe? Je sais que bon, on en a discuté avec, par exemple, les psychiatres. Il y a eu beaucoup d'accidents au niveau de certaines familles, des enfants. Suite à ce confinement, sur le regroupement dans une seule maison où il n'y avait que 2 pièces, a généré beaucoup d'accidents. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'enfants qui sont repris, qui sont cachés derrière la prise de drogue. Et qui ont donc sombré avec les pathologies que ça implique. Alors, l'idéal, ça serait... Oui, non, mais je vous en prie. Non, parce que ce que je constate, dans le laboratoire, on reçoit beaucoup... On ne reçoit pas les malades, on reçoit beaucoup plus de prélèvements. Mais on a constaté que très souvent, bon, il y a eu des accidents, donc des morts accidentelles, et quand on nous ramenait des prélèvements, mais c'était des prélèvements suspects, parfois on travaillait avec des prélèvements contaminés par le Covid. Mais en même temps, même si vous êtes en laboratoire, vous recevez des prélèvements venant de patients. De patients vivants ou morts. Mais ce sont des patients. Alors je disais donc l'idéal pour endiguer ce flux, ça serait quoi? Le zéro patient, bien sûr, ça n'existe pas. Mais comment on traite le problème avant la phase d'hospitalisation, selon vous? Avant que cet afflux arrive chez vous? Honnêtement, c'est très difficile. Quand on reçoit, par exemple, je prends des confrères en chirurgie dans le cas des traumas. Quand on reçoit un accident de la route, et qu'on a un patient qui est en train d'arriver avec des multifractures, de polytrauma, on ne va pas s'amuser à faire une PCR, à attendre le résultat avant de l'opérer. Et on a constaté, le même problème s'est posé en gynéco, où on a opéré des personnes qui étaient contaminées Covid+. Et où il y a eu des morts de certains confrères, aussi bien des orthopédistes, des chirurgiens ou des sages-femmes. Parce qu'on ne pouvait pas attendre, l'urgence prime. C'est un travail toujours dans l'urgence. Je repose quand même la question autrement. Quels sont, selon vous, les airbags qui permettraient de freiner cette pandémie toxicologique? C'est une pandémie toxicologique quelque part qui ne dit pas son nom. Les laboratoires d'analyse, les contrôles, la prévention, selon vous, les axes prioritaires? Je pense qu'il faudrait d'abord s'armer par un élément qui est, à mon sens, primordial, c'est l'information. Il faudrait qu'on puisse révéler les chiffres réels suite à des tests réalisés. Vous pensez qu'on informe au jour d'aujourd'hui, vous pensez qu'on informe suffisamment ou pas? Voilà. Si on a, à mon sens, si on a autorisé les laboratoires privés à faire des examens,
je pense qu'il est indispensable que ces laboratoires puissent transmettre les résultats. À l'Institut Pasteur, au ministère, via une cellule, pour un peu, je dirais, vérifier la véracité, désigner des laboratoires de référence. Il faudrait peut-être, au moins, on est sûr de nos chiffres. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est là, les résultats sont des résultats de l'Institut Pasteur. Je ne dis pas que c'est des résultats qui sont faux, mais je pense que c'est des résultats qui doivent être étayés par tout ce qui se passe. Je vais vous le dire tout de go, professeur. Moi, j'ai un problème avec ça. Avant de faire l'émission, j'ai passé quelques coups de fil dans différentes régions du pays pour ne pas travailler simplement sur l'algérois. Et j'ai eu, dans des régions, quelles qu'elles soient, mais dans des régions du pays, un rendu chiffre qui m'a laissé perplexe, un rendu chiffre quotidien qui m'a rendu perplexe par rapport au bilan qui est présenté tous les soirs à la fin du JT. Par exemple, sur une région, j'ai eu 7 décès. Comment se fait-il que sur une région, par exemple sur la Covid, il y ait eu 7 décès et qu'au plan national, on annonce que 7 décès au niveau national? C'est quand même une distorsion. Je pense que c'est des directives au niveau du ministère. Je pense qu'ils attendent à ce qu'ils vérifient la véracité des résultats à ce moment-là pour les regrouper. Donc il y a un protocole, il y a une commission qui siège. Je ne peux pas honnêtement vous répondre, mais je sais qu'il y a, bon, c'est vrai que les chiffres parfois ne corroborent pas, mais je pense qu'il y a un protocole qui est fait, qui répond à des critères, qui est établi par la commission désignée au niveau du ministère de la Santé. Alors, j'évoquais à l'instant avec vous la prévention. Je ne voudrais pas céder à la facilité du genre avant c'était mieux, mais tout de même, où sont passés les spots TV et radio de notre enfance qui nous avertissaient sur la qualité de l'eau, la conservation des aliments et autres campagnes de santé publique? Moi, je me souviens, enfant, de cette brique avec de la chaux qu'on plongeait dans le puits, de la manière dont il fallait couvrir nos enfants. Les générations d'aujourd'hui n'ont même plus droit à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a discuté tout à l'heure, un peu à bâton rompu, on se disait qu'il y avait un petit peut-être problème au niveau de l'information. Mais l'information, tout ministère confondu, pas la santé, vous parlez du commerce, de l'agriculture. Je pense qu'il n'y a pas souvent, quand on parle par exemple des spots sur les accidents, quand il y avait le Covid, il n'y avait pas de circulation, le taux d'accident a diminué. Parce que les gens ne circulaient pas. Je pense que c'est forcément. Forcément, il y avait une logique. Mais maintenant, pourquoi ne pas montrer maintenant, il y a eu, depuis un peu le déconfinement, le nombre d'accidents a augmenté. Mais je pense qu'il faudrait montrer au niveau donc, des spots publicitaires des images qui choquent. On parlait à un certain moment, je peux me permettre de parler de vaccins. Bon, tout le monde un peu on a diabolisé le vaccin AstraZeneca. Je ne vais pas défendre AstraZeneca, mais il faut faire la part des choses. S'il y a des effets secondaires, que les Algériens puissent savoir quelle est l'incidence des accidents induits par l'AstraZeneca par rapport. On n'a qu'une seule information, c'est l'information outre-mer. Ce qui se passe en France, au Portugal, en Espagne. Mais si on voit les gens qui visitent les sites, on va constater que Pfizer a plus d'effets secondaires que AstraZeneca. Au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de chiffres sur les incidences des différents vaccins. Population algérienne. Je pense que chacun doit réagir différemment. Il y a peut-être une population vulnérable à une pathologie donnée. Mais il faudrait au moins donner je pense que nos responsables ne vont pas s'amuser à ramener un vaccin qui va être néfaste pour la population. Et toute la population au Royaume-Uni a été vaccinée par AstraZeneca. Il y a, comme tout vaccin, si on doit prendre un peu le recul, quand on a vacciné, quand il y a eu le problème du vaccin H1N1, il y a eu également des morts. Mais il n'y a eu pas, je pense, le nombre de morts induits, parce qu'on les a notifiés, ils étaient peut-être plus nombreux que l'AstraZeneca. Je pense qu'il faudrait revenir à une information cohérente et scientifique. Qui pour l'instant laisse à désirer. Alors j'ai pris cette définition de la toxicologie, vous me corrigerez si discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude des substances susceptibles de nuire à l'organisme, grosso modo. Quand je vois et vérifie la provenance non clairement déterminée de ce que nous achetons dans nos courses quotidiennement, faut-il arrêter de manger, professeur? Je pense que
une question un peu piège et ambiguë. Ah non, mais parce que si on doit... C'est la question d'un consommateur. Non, sur le plan de consommation, je le dis, quand je fais mon cours, mon premier cours en toxicologie, d'ailleurs je le dis aux étudiants, on est devenu une poubelle ambulante. Pour la simple raison, monsieur, pourquoi? Parce qu'on respire un air qui n'est pas propre. Oui, j'aurais une question d'ailleurs sur l'air à vous poser tout de suite après. De l'eau qui n'est pas, je dirais, un peu contrôlée avec, des aliments également qui ne sont pas... Est-ce que franchement, ce qu'on mange est important et de bonne qualité? Je vais citer la citation d'Hippocrate qui est le père. Le premier remède, hein, l'aliment est le premier remède. Il n'y a pas de maladie qui ne puisse être traitée que par une alimentation saine. Et on en est loin aujourd'hui. On est loin. Mais j'allais presque dire, le toxicologue doit être effaré, puisque vous avez le labo où vous travaillez, devant ces produits qui sont pourtant consommés tous les jours, devant la portée hautement nocive de ces produits. Les alertes sont lancées. D'abord, est-ce que la question, peut-être je vais vous référer, je retourne la question, est-ce que tous les aliments qu'on est en train de manger sont contrôlés? C'est ça la question. Et ce n'est surtout pas moi qui ai une réponse. Je peux vous citer, de temps en temps on fait des travaux avec des étudiants en fin de cycle. On a une usine à côté de Constantine, à l'époque, la Sonacom, qui utilisait dans le cadre de traitement des pièces, ils font ce qu'on appelle des bains de trempe pour les pièces. C'est des bains acides qui contenaient du cyanure. Donc quand la pièce sort du four, on la met dans la cuve. Dans la cuve, une fois, donc cette cuve a un temps de demi-vie, puis on mettait le contenant dans des fûts qui parfois étaient déversés dans l'oued du Rumel. On s'est inquiété, on a fait une petite recherche. On a dosé le cyanure en amont et en aval de l'oued. Tenez-vous bien, on a trouvé des traces de cyanure dans des petits pois où le responsable irriguait les cultures maraîchères de l'oued. Il pompait. Oui, où en est-on aujourd'hui, justement pour ce que vous évoquiez à l'instant, le peu de surveillance auquel vous avez eu accès, les enquêtes que vous avez pu mener sur le terrain, mais alors aujourd'hui, où en est-on dans la traque d'autres ennemis que vous connaissez bien, qui vous sont familiers en laboratoire, les colorants, les additifs, les adjuvants alimentaires, dont il est prouvé aussi leur nocivité dans notre alimentation. Est-ce qu'il y a une liste? Moi, je pose des questions de profane. Hein. Est-ce qu'il y a une liste, une nomenclature, même une blacklist? Comment ça se passe sur le terrain? Je vais commencer simplement en revenant au début. Il faut revenir à l'histoire. Quand on prend tout ce qui est denrées alimentaires, on est passé par je pense, par 4 ou 5 réglementations, mais qui sont restées un peu vagues. Il y a un décret en 1990, qui a été signé par le feu Cheddi Benjedid, qui parlait un peu des denrées alimentaires et de leur innocuité et de la potabilité. D'accord? Puis par la suite, il y a eu la loi 0903 qui parlait de la protection du consommateur. Il faudrait s'assurer que ce qu'on met sur le marché est adéquat et propre. On est revenu également dans on a commencé un peu à faire le discernement, ce que vous citez, ce que c'est un additif, ce que c'est un colorant, hein, ce que c'est un complément alimentaire. Et ce n'est venu qu'en 2012, dans la loi 12-217 qui est venue. Hein, mais c'est, regardez, de 1990 à 2012. On a terminé. La dernière loi qui parle un peu de ça, c'est de définir les valeurs nutritives référentielles. C'est-à-dire que normalement, dans un aliment, et même quand qu'il soit un colorant, un édulcorant, quelles sont les propriétés qui doivent être utilisées pour qu'on puisse les mettre sur le marché. Et c'était un arrêté qui a été fait en 2017, qui existe dans le journal, je pense, journal officiel numéro 25, et où 4 ministres ont signé dans cet arrêté. Le ministre de la Santé, le ministre à l'époque de l'Industrie, des Mines, le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce. Du Commerce, oui. 4. Mais qui est resté un peu plus ou moins vague. Il y a un checklist, oui. Elle existe. Elle existe.
mais qui n'est pas qui n'est pas clair. Quand on prend, peut-être je vais donner l'exemple un peu spécifique des compléments alimentaires, qui pour moi, avec le Covid, a posé beaucoup de problèmes. Mais auquel d'ailleurs on va consacrer un large volet Voilà. tout à l'heure. Là, c'est-à-dire qu'on a défini sans le définir. C'est resté vague. La même chose, on a mis un checklist sur les colorants alimentaires. Je vais vous choquer également. Choquer peut-être les gens, c'est malheureux parce qu'il faut choquer. Oui, mais en santé, il faut choquer. Eh ben, on s'est retrouvé quand on a fait l'étude des colorants dans un travail scientifique d'interne. Je leur demandé. Eh ben, on s'est retrouvé. On utilise des colorants textiles comme étant un colorant alimentaire. Classés. Ils sont vendus dans les supérettes. On ne peut pas les contrôler dans les supérettes. Sans garde-fou. Donc la problématique est où? Donc la problématique est dans le contrôle. Et on l'a si bien dit. Si on doit faire quelque chose, je dirais peut-être qu'il faudrait impérativement faire un travail en amont, pas en aval. On a ramené un produit, il faut le contrôler. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis effaré parce que vous me décrivez deux mondes et j'ai l'impression de deux mondes parallèles. Le monde des scientifiques, le vôtre, qui tire la sonnette d'alarme, qui dit voilà les produits que nous avons dépistés qui sont dangereux, et puis le monde, j'allais presque dire bureaucratique, qui est celui de la confection de textes, mais vous avez dit les dates, hein, moi j'ai retenu les dates, Shedley 1990, 90 à 2017. 2012, 2017, pour qu'enfin, et encore, vous me dites que les textes ne sont pas clairs. On peut donner des exemples si vous voulez. Ah mais je vous en prie, vous êtes là pour ça aussi. Quand on va, si vous voulez, quand on va aborder les compléments alimentaires, on va en discuter. Mais là, je ne vais pas peut-être tirer uniquement sur les gens qui font la réglementation, mais l'apport des scientifiques, elle est où? Je ne pense pas que suffisamment. Est-ce qu'on a établi, vous avez parlé de la journée de la toxicomanie. Est-ce qu'on vraiment on a mis en place le nombre de toxicomanes qui existent en Algérie, qui ont été déclarés positifs? Est-ce qu'on a mis en place, on a informé quelles sont les drogues par importance qui sont consommées par les Algériens? Est-ce qu'il y a une préférence? Est-ce qu'on s'est posé le pourquoi? Et pourquoi il n'y a pas de centre de désintoxication? Dans ce cadre-là, c'est une béance totale. Voilà, c'est le scientifique également qui doit. C'est vrai, on peut faire une critique, mais il faut apporter des solutions de l'autre côté. Au jour d'aujourd'hui, le nombre de toxicomanes, le nombre de produits auxquels ils sont addictifs par préférentiel, massivement consommés, on ne les a toujours pas. Personnellement, je ne suis pas convaincu des chiffres. Bon. Les seuls chiffres qui sont donnés lors des prises par la gendarmerie, c'est les prises. On a pris tant de comprimés, tant de ça, c'est des bilans de gendarmerie. Mais qu'en est-il du scientifique? Il fait le contrôle. J'ai reçu. Il y a donc je pense qu'il y a une validation. Normalement, dans le cadre de la toxicomanie, moi, personnellement, j'aurais aimé, comme dans les maladies infectieuses, ça doit être à déclaration obligatoire. On n'est pas obligé de dire que je connais. Mais on a reçu tant, par âge, par sexe, par région. Avant, la toxicomanie ne touchait que les grandes villes. Maintenant, on trouve même dans des bourgades. Des petites bourgades. Il y a Moi, je suis étonné parce qu'en fait, j'aurais pensé, de manière peut-être naïve, hein, vous allez penser que je suis naïf, mais j'aurais pensé que les scientifiques, dans le spectre large des scientifiques, à partir justement de ces cas qui atterrissent dans les différentes structures qui existent, peuvent établir des modélisations. Modéliser pour savoir un peu quelle est, par exemple, cette drogue prioritairement, majoritairement nocive dans la population jeune chez nous. Ça, ce système-là n'existe pas. Personnellement, je n'ai pas vu ce système. Est-ce que vous avez vu un jour un système dans un journal, dans une revue, un système de modélisation? Non, justement, mais j'en ai vu ailleurs. Voilà. On va rester en Algérie. Entre autres, pourquoi j'ai souri tout à l'heure? Parce que vous aviez évoqué l'air. Et donc, entre autres substances qui peuvent nuire à notre organisme, celles présentes dans l'air. Je pense les particules de gasoil, alors ne parlons même pas des filtres, les voitures qui ne sont pas à gasoil, qui ne sont pas équipées. C'est l'air que nous respirons. L'air que nous respirons tous les jours. J'ai le souvenir, relativement récent, ça ne remonte pas à une dizaine d'années, c'était il y a quelques petits mois, d'un organisme qui était en charge de délivrer quotidiennement des analyses de l'air. Elles étaient d'ailleurs publiées dans les journaux,
au JT, au journal télévisé. Cet outil, aujourd'hui, a disparu des radars. Alors, encore un radar pourtant très utile qui disparaît dans votre lutte quotidienne. La surveillance dépendait, je pense, du ministère de l'Environnement. Et je sais qu'il y avait normalement, si mes souvenirs sont bons, parce que même on en a participé quand j'étais à Alger, Sama Safia, qui donnait des résultats. Et il y avait même des postes qui étaient installés à Bab el-Oued, du côté de l'hôpital. D'ailleurs, on avait même, je me rappelle, avec mon cher maître, le professeur Azouz, qui a fait sa thèse, la première thèse en Algérie sur la pollution atmosphérique. Et on avait donc, il y avait des indicateurs tels que le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, l'acidité et le plomb. Entre autres, le plomb, c'était donc un très très bon travail auquel j'ai eu donc l'honneur d'y participer. Et c'était les premiers résultats. Mais comme vous dites, il n'y a pas de continuité. Il y a eu un deuxième poste qui a été installé à Naba. Mais où sont les résultats? Enfin, excusez-moi ce coup de gueule, c'est quand même pas sérieux de lancer quelque chose qui peut paraître exaltante au départ. Tiens, on se dit voilà, c'est bien, désormais l'Algérie est dotée d'un organisme qui est capable de calculer dans la densité de l'air, et puis pouf, ça part. Je ne sais pas si, donc, je vais vous raconter une anecdote. Bon, vous pouvez la couper si vous voulez. Ah non, attendez, j'ai assisté. Point d'ordre. On ne coupe rien ici. On diffuse, la parole est libre et je vous en prie, allez-y. J'ai assisté à un congrès au Maroc, un congrès sur l'environnement. Et puis, ce fait, on avait tous exposé, j'avais exposé mon travail sur la cimenterie Tel Hama, sur la contamination, où le Hama était, je ne sais pas si vous connaissez cette région. De l'extérieur. À l'époque coloniale, Hama est appelé le verger du Constantinois. Il y avait des cerises, maintenant il n'y a plus rien. Bon. Et donc j'avais fait un travail parce qu'il y avait des contaminations des sols, de l'eau, etc. Bon. Et il y avait des Marocains, des Tunisiens qui ont présenté, et ils parlaient de la pollution de l'air. Et donc c'est cet étranger qui avait été heureux d'avoir contribué aux travaux en mettant en place, il a mis des capteurs pour la poussière et identifier le type de pollen qui était émis et qui pouvait donner des allergies à une population donnée pour voir à peu près le type de pollen dans le pourtour méditerranéen. C'était bien. Donc quand les Marocains ont terminé, les Tunisiens, donc j'ai levé ma main en disant... Je suis désolé, j'aurais aimé que vous puissiez donner le même capteur en Algérie pour qu'on puisse vous trouver, d'autant plus que l'Algérie est un pays qui est beaucoup plus grand, il s'est levé, Gali, monsieur, donc vous êtes qui? Je me suis présenté, Gali, j'ai remis il y a 3 ans un capteur à un pédiatre et que je n'ai plus revu. À un pédiatre? Un pédiatre au niveau là, c'est ce qu'il m'a dit. Un pédiatre qui devait c'est lui qu'on s'est rencontré dans une journée et que j'attends toujours. J'ai revu ni les résultats, ni les... Donc encore un lourd et long mystère. J'avais l'impression, j'aurais aimé que la Terre s'ouvre. J'avais regretté d'avoir posé cette question. C'est pour ça que je me dis qu'il y a une part du scientifique. Si on veut valoriser, il faudrait si on veut faire vraiment des déclarations, il faut ramener des chiffres, il faut ramener des faits. Et on n'est plus au stade de la bibliographie. C'est pour ça que je dis, si on a une intolérance au vaccin, donnez les chiffres. Si on a un problème dans l'alimentation, type d'alimentation, ramenez-nous des chiffres. C'est ça la réalité. Il ne faut plus rester dans l'abstrait. Mais justement, moi, j'ose même pas vous parler de la chaîne du froid. Du coup, vous m'avez refroidi, tellement votre réponse risque de me glacer. Puis, je vais quand même vous la poser. La chaîne du froid en Algérie. Comment le professeur en toxicologie que vous êtes la voit aujourd'hui? Est-ce qu'elle est efficiente, présente ou carrément absente? Je dirais obsolète, en amont. Parce qu'on a vu plusieurs fois des camions frigorifiques qui circulent, et quand on ouvre personnellement, on a vu décharger le lait ou le système de refroidissement ne fonctionne pas. Alors on voit d'ailleurs que tout le monde maintenant ouvre ce qu'on appelle des docks réfrigérés et ça devient presque une activité juste lucrative, mais les normes, c'est souvent de la brique. C'est pas ça la chaîne du froid, rassurez-moi, professeur. Justement, c'est pas ça. Qui surveille? Qui contrôle? On revient encore en boucle donc sur le nœud gordien. Non, c'est le contrôle.
J'ai toujours dit, si on veut fonctionner, il faut faire une auto-évaluation. C'est une obligation. Au XXIe siècle, je te donne un respect. Tu sais t'asseoir. Tu veux faire quelque chose, eh bien voilà. Tu as les moyens, mais après une année, on fait. Il faut évaluer. Il faut arrêter maintenant je pense que cette déficience a entraîné une perte considérable, une saignée importante au pays. Oui, mais alors du coup, ma question suivante va vous paraître comme relevant du champ de la science-fiction. J'allais vous demander la traçabilité des produits importés et même des produits de la production locale. C'est un vœu pieux, c'est même pas la peine pour l'instant de l'évoquer, tellement en amont il y a tellement d'autres choses à régler. Est-ce qu'on trace, dit plus crûment, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de tracer les produits de consommation large? On peut, on ne le fait pas. Mais on ne le fait pas. La traçabilité est une obligation. Quand on prend un produit d'importation, je fais des expertises sur les produits d'importation concernant la cosméto. Quand je fais mon rapport d'expertise, je mets la première remarque, numéro de lot. Il n'y a pas de numéro de lot. C'est-à-dire que quand on donne un rapport d'expertise, c'est un chèque ouvert. C'est-à-dire qu'il a ramené le lot 1 jusqu'à peut-être le lot 100. Alors qu'une expertise est faite pour un lot. C'est comme pour les médicaments. Et là, s'il n'y a pas de lot, il n'y a pas de traçabilité. Avant qu'on entre en studio, vous me racontiez les ravages énormes en cosmétologie justement que des produits qui ne sont ni tracés, ni répertoriés, ni contrôlés produisent sur une population relativement jeune qui utilise ces produits cosmétiques. La problématique, c'est qu'il y a un contrôle. Il y a des laboratoires de qualité qui contrôlent. Mais le contrôle se fait en quoi? Le contrôle se fait la bactériologie, oui. La physico-chimique, oui. Côté toxicologique, on fait ce qu'on appelle le test d'irritation aiguë qui est décrit dans une loi, dans un décret. C'est une obligation. Qui dit toxicologie dit donc toxicologue. Bon, il n'y a pas de laboratoire de toxicologie privé, c'est les laboratoires, un peu des centres hospitaliers, des services agréés qui le font. Bon, maintenant, il n'y a pas tout. Mais il y a autre chose. Il y a des perturbateurs endocriniens qu'on utilise dans les cours. Est-ce qu'ils sont recherchés? Est-ce qu'ils sont dosés? Je ne sais pas si vous avez constaté, peut-être de visu, maintenant, la population devient de plus en plus chauve. Les jeunes. Vous êtes en train de me regarder en le disant. Oui. Bon, je ne fais pas partie de la population jeune. On est plus jeunes tous les deux. Mais pourquoi? Parce qu'en amont, ça fait des années, les jeunes utilisaient beaucoup de gel. Si vous avez constaté, tous les jeunes marchaient. Maintenant, ils utilisent de moins en moins. Mais ces gels n'ont jamais été contrôlés. Avec donc contenance de perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Ouais. Il peut y avoir des pesticides, des perturbateurs, des métaux. Personne ne les a contrôlés. On contrôle, le contrôle se fait comme... C'est le sommet de l'iceberg. Et au fond, on ne voit que le sommet. Le sommet, c'est la bactériose, c'est conforme, c'est bon. D'accord. Et le reste? Ma question, elle vient presque spontanément. Alors, dans ce contexte-là que vous décrivez, celui de votre quotidien, n'éprouvez-vous pas un sentiment de profonde solitude dans votre combat de tous les jours? D'isolement même presque, parfois. Oui, je pense que on se retrouve entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on a des importateurs et un peu des producteurs, malheureusement ils ne sont pas tous, un peu véreux, et qui veulent vendre à tout prix. Et on se retrouve avec un peu de l'autre côté, sur le plan réglementaire, où il y a des gens, c'est une discussion d'un muet vers un sourd. C'est-à-dire que je ne parle pas, tu m'entends pas. Et il ne risque pas d'en sortir beaucoup de choses, voilà, ce genre de discussion. Et puis là, on est coincé. Je vais peut-être, je m'excuse, sortir un peu du contexte. J'étais obligé, et on m'a poussé un peu à faire une alerte quand on a commencé à faire le gel hydroalcoolique. Les premières expertises, il y a des gens qui étaient très compétents, qui ont fait du très bon travail, que je salue, et qui ont fait même des dons. Je parle à des gens que je connaissais qui vraiment ils ont inondé. Mais d'autres ont profité de la situation. On s'est retrouvés, on a trouvé du gel cheveux dans le gel hydroalcoolique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez constaté, certains gels collants.
avec un degré alcoolique qui était normalement des normes, c'est 70 degrés. Attendez, que je récapitule et que je comprenne bien. Et surtout qu'on ne fasse pas peur non plus à toutes les personnes qui ont des bouteilles de gel hydroalcoolique à la maison. Vous avez bien dit que des gens ont, excusez-moi l'expression familière, fourgué... Fabriqué dans des garages, partout. À un certain moment, c'était in. Parce qu'il y avait un vide. Un vide de gel et un vide juridique, un vide de contrôle. Les gens s'occupaient des malades, des Covid. Et les gens, je m'excuse du terme, peut-être en arabe, tous les gens sont... Et on s'est retrouvé avec un gel qui n'était pas dans les normes, parce que c'était pas du carbopol, et deuxièmement, avec un degré alcoolique de 42 degrés qui n'était pas antiseptique, ni bactéricide, ni rien. Donc, en fin de compte, il fixait encore plus les germes. C'était un fixateur. Il fixait le virus. Et j'étais obligé, pourtant j'ai écrit à l'époque au commerce, à la santé, sans répondre, il a suffi, quand on l'a mis dans le journal, dans les journaux, où ça a fait un scandale au Maddaou. Bah, quand je dis qu'il faut toujours lire les journaux, moi, et oui, il faut écouter. On en vient, c'est justement, vous parliez à l'instant d'importateur, on en vient à un gros dossier. Si mes informations sont bonnes, vous avez eu à travailler dessus, celui des compléments alimentaires. D'abord, un retour sur cette affaire qui avait à l'époque défrayé la chronique. Rahmet Rabbi, ce fameux médoc censé guérir un tas de maladies, entre autres le diabète. Comment est-il passé par les trous de la raquette? Ça a été un gros problème. Et je vous assure que le problème des compléments alimentaires est toujours un problème sur le plan réglementaire. C'est un problème à 3 niveaux. Quand vous avez parlé de Rahmet Rabbi, bon, c'était quelqu'un auquel j'ai eu des échos, le faisait sous forme de sirop. Et du jour au lendemain, le sirop s'est transformé en comprimé. Et par là, il faut une technologie de professionnel en galénique, sachant que la personne ne le faisait pas. Bon, moi, j'étais saisi, personnellement, je le dis, par le commerce. On a fait, il n'y avait rien. C'était donc... On vous a demandé une expertise. Une expertise. C'est pour ça que je reprends les volets. Dans un complément alimentaire, il y a le qualitatif, il y a le quantitatif, et il y a l'indication et la contre-indication, quel que soit. La définition d'un complément alimentaire, c'est quoi? Il se substitue. L'objectif est de ramener ou de pallier à une carence d'une alimentation normale. Une alimentation normale. Point. C'est un apport nutritionnel ou physiologique. Point. Ça, c'est le cadre. Et là, les trucs, on enlève allégation, c'est que les compléments alimentaires n'ont aucun objectif thérapeutique, ni curatif, ni préventif. Les objectifs sont clairs. Curatif, préventif. Ni l'un, ni l'autre. C'est une complémentation. Un adjuvant. Un adjuvant, il complète. Point. La définition est claire. Maintenant, les gens, quand on prend des allégations, et on en a de plus en plus important. Le premier contrôle, on en a parlé depuis tout à l'heure. Le contrôle. Que ce soit l'eau, que ce soit les aliments. C'est en 2000, dans le décret exécutif, je pense c'est le 12-217, où on a mis en place la définition d'un complément alimentaire. Mais elle est incomplète. Parce que quand on l'a dit, c'est un truc qui ramène des vitamines et des oligo-éléments. On peut sortir ensemble, on va avoir une officine, il y a plein de compléments alimentaires à base de organiques, molécules organiques, et de plantes. Donc la définition, et pourtant ce sont des produits qui sont importés. Il y a même des compléments alimentaires, à base maintenant c'est les huiles essentielles. Qui rentrent massivement. Qui rentrent massivement. Mais dans le qui sont même fabriqués ici, qui ne sont pas contrôlés. Ouais. Maintenant tout le monde s'y met. Je fabrique, on me les ramène. Je fabrique des huiles essentielles. Est-ce qu'on a validé l'usine de fabrication directe? Il y a une validation en amont. Je disais dans le cas précis de Rahmet Rabbi, et avant qu'il n'y ait eu votre expertise et vos alertes quant
quant à la situation réelle, et je mets beaucoup de guillemets autour de, je ne vais pas dire médicament, professeur, ce produit, il a reçu son agrément, si je me trompe, si on peut appeler ça un agrément, et puis il a reçu un autre agrément, celui des plus hautes autorités du pays, puisque son concepteur a été reçu, il a fait la tournée de tous les grands plateaux des télévisions. Comment on peut en arriver là, malgré un travail d'expertise, malgré des scientifiques qui disent attention, là on se dirige droit dans le mur? Malheureusement. C'est ça, c'est ce qui est malheureux, ce que j'ai dit, on se retrouve toujours, ou bien le scientifique se retrouve toujours confronté un peu aux données qu'il ramène et un peu à l'écoute. Je pense qu'il y a le bonhomme, je me rappelle, j'ai entendu, et c'est ce que j'ai conseillé. Si vous considérez que c'est un produit, j'ai mis une molécule que je ne veux pas divulguer. Il y a des brevets. Donne le brevet, qu'on essaie de faire des tests, il y a des phases d'études, et puis vous allez vous enrichir avec votre brevet. Mais que cette molécule puisse être bénéfique pour le pays et même pour l'exportation. Il faut être logique. Dans ma logique, moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. N'importe. Mais quand les choses sont claires, on ne peut qu'avancer. Mais là, je pense qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire que je la fabrique où on s'est retrouvé. J'ai eu personnellement des coups de fil de Constantine, où la boîte s'est vendue à 8000 dinars. 8000 dinars. Pour un médicament dont l'effet obsolète, qui était feu de paille. Pour un Rahmat Rabbi détecté, entre autres par vos soins, combien de compléments alimentaires ou de médications maquillées, donc en vrais médicaments, ornent encore les étagères de nos pharmacies et de nos herboristeries? Je sais pas. Le ouf veut dire beaucoup. Je vais vous donner un chiffre qui n'est pas le nôtre, parce qu'on n'a pas de chiffre. En 2020, les compléments alimentaires en France ont été évalués à 2 milliards d'euros. 2 milliards, le marché. C'est un marché qui est juteux. En Algérie, je peux le certifier en étant à l'aise pour le dire. Ça ne va pas plaire à certains, mais il y a des gens qui fabriquaient des médicaments, qui ont arrêté des chaînes de médicaments pour faire des compléments. Qui se sont reconvertis. Qui ont des chaînes, ils ont regardé, mais ils ont fait des chaînes pour des compléments alimentaires parce que ça ne nécessite pas la même procédure de contrôle. Et ils l'ont fait. Et ça passe tranquillement. On peut, toujours dans une étude que j'ai faite récemment, en 5 ans de différence. En 2015, l'Algérien, à peu près, la consommation en compléments alimentaires était de l'ordre de 11%. En 2020, elle est passée à 43%. Imaginez les chiffres. Oui. Et c'est surtout, quand on prend par sexe, c'est les femmes qui dépassent les 27%. C'est la population qui le... C'est les femmes qui consomment plus de compléments que les hommes. Mais les hommes, ce qui est dangereux également, c'est beaucoup plus dans les salles de sport. J'y venais, professeur. J'allais vous demander comment vous recevez cet afflux de compléments alimentaires destinés... En fait, c'est des produits qui sont destinés à augmenter la masse musculaire et les performances d'ordre divers. Les magasins ouvrent à chaque coin de rue. Il y en a partout. Il n'y a pas une région du pays qui ne soit pas gagnée par ce genre de commerce. Et les produits ne sont pas contrôlés, dites-le moi. Oui. Je peux vous dire, c'est une population jeune en plus, généralement. Oui, quand on a fait toujours dans les chiffres, on a constaté que, par exemple, entre 17 et 25 ans, les compléments alimentaires utilisés, c'est plutôt pour la vitalité. C'est pour les salles de sport, c'est pendant les examens. Alors que les compléments alimentaires pour les vieux, comme nous, c'est pas beaucoup plus pour l'immunité. C'est un peu la vitamine C, beaucoup plus dans ce sens. Mais par exemple, pour les sportifs, on a analysé des produits boostant la musculation. C'est-à-dire que quand l'étude qui est faite, quand on mange à peu près 25 grammes de carnitine, à titre d'exemple, d'accord, les méga forces, comme si vous avez mangé 4 à 5 kilos de viande par jour. C'est l'équivalent, 25 grammes, c'est l'équivalent en protéines de 4 à 5 kilos par jour. De viande. De viande. De belle viande, de bon steak. Et ça, là, c'est le boost. Le boost. Mais ce qu'il est sûr, c'est quand on a fait, dans un cadre de travail, c'est que 50% de ces produits qu'on a contrôlés sont pleins d'impuretés.
pour augmenter le poids de l'emballage, on y met un peu de tout. N'importe quoi, c'est même pas des produits, c'est des adjuvants, plein d'impuretés qui sont plus nocifs pour l'athlète. Et c'est souvent pour ça que beaucoup présentent par la suite des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux. D'élimination. D'élimination. Oui, mais là, attendez, professeur, moi je suis obligé de marquer une pause parce que vous avez le seuil d'alerte qui est en lui-même affolant. Et puis, quel est ce barrage ultime réellement à poser dans l'urgence? Parce que là, il s'agit d'une urgence sanitaire contre ces ovnis de la pharmacopée trabendiste. Voilà, c'est une pharmacopée trabendiste. On fait quoi au-delà de votre simple rôle de scientifique et au-delà de la simple alerte? Qu'est-ce qui pourrait freiner? Je vais reprendre deux mots-clés que vous avez dit et que moi j'ai repris indirectement. Traçabilité, contrôle. On ramène des produits qu'on ne contrôle pas et on ne sait pas où ils vont. Point. Enfin, vous êtes aussi professeur et vous n'avez pas vocation à réguler le marché, c'est pas votre métier. On n'a pas. Vous retrouvez de force pratiquement dans ce... On le fait, des travaux qui ont été faits uniquement dans un cadre de contrôle dans les mémoires. Ouais. C'est pas dans l'obligation. Bien sûr, vous n'êtes pas dans la loi, vous n'êtes pas dans la confection. On a trouvé des produits compléments alimentaires dans l'aide de la force mentale. La force mentale, c'est comme des amphétamines, par des produits qui sont interdits depuis 2009 aux États-Unis, interdit depuis 2012 en France et qu'on a trouvé en 2019 chez nous. Donc, preuve. La digue n'est pas encore là. Le barrage n'est pas encore là qui peut filtrer ce genre de... bon, ok, vous êtes professeur, vous n'avez pas force de loi, vous avez force d'expertise. Mais d'un point de vue, alors justement, strictement médical, quelles sont les pathologies induites par ces breuvages et poudres? En clair, dans quel état recevez-vous les patients en hôpital? Généralement, il n'y a pas le problème, c'est que depuis, je pense... je dirais en 2009, il y a une fiche qui existe, la fiche orange, que le feu professeur Hellali, qui dirigeait le centre de pharmacovigilance et de matériovigilance, que le professeur Loumi maintenant dirige, existe, où il y a une déclaration des effets secondaires induits par les produits cosmétiques, par les compléments alimentaires, qui ne sont jamais remplis. C'est-à-dire la feuille orange existe, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Et pourtant, elle est accessible sur site. On va cliquer sur centre de pharmacovigilance. N'importe quel clinicien peut cliquer dans le cadre de son contrôle et remplir cette fiche et la transmettre en un simple clic au centre de pharmacovigilance. Ça ne se fait pas. C'est pour cela que je reviens. On en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la toxicomanie. Dans le cadre des effets secondaires, pas spécialement, parce que la déclaration obligatoire ne concerne que les maladies à transmission hydrique ou les maladies vénériennes. Il faudrait peut-être élargir cette déclaration obligatoire dans le cadre des intoxications. C'est pour ça qu'on peut savoir et faire une cartographie. D'accord ? Et deuxièmement, même dans le cadre de la cosmétique et des produits alimentaires. Il est impératif. Non, on ne sait pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Peut-être que je ne pense pas être pédagogiquement plus clair. Donc, pendant la période du Covid, tout le monde s'est boosté du magnésium. Oui. On en a tous pris. Et bien, si vous ne savez pas, dans les études, le magnésium, c'est un problème. Je reviens au dosage. Et bien, le magnésium, entre 250 jusqu'à 360, il est thérapeutique. Une personne qui prend plus de 370 mg jour a des troubles gastriques, des diarrhées. Quand le malade dit que lorsque j'ai pris le malade, j'ai des diarrhées, il incombe au Covid. Et jamais au dosage. Ouais. Il y a des gens qui ont pris de la vitamine D alors que les réserves en vitamine D sont suffisantes. Ils ont pris du calcium alors que la calcémie est normale. Elle va lui poser plus de problèmes au niveau du rein par dépôt. Parce qu'on ne détermine pas. C'est pour ça que je reviens à ce que je voulais dire dans ma conclusion. Il faudrait que nos spécialistes en physiologie, en nutrition, des médecins, fassent une étude de notre population. En quoi la population algérienne présente une carence. Ah, tu l'as. Ouais.
Entre-temps, la fiche orange, elle sommeille, Voilà. soit dans le micro, soit dans un tiroir. Elle est dans un état comateux. Oui, on en revient forcément à cette proximité que vous signalez à l'instant entre toxicologie et toxicomanie. Les compléments alimentaires, et ça c'est vraiment la question du profane, hein, du novice, est-ce qu'ils produisent aussi un effet addictif comme les produits, comme les drogues, tout ce qui est produits alimentaires, compléments alimentaires, ce qu'on prend en salle de sport, est-ce que à la longue, c'est au toxicologue que je pose la question. Quand on prend la classification entre un complément alimentaire et un médicament, les limites ne sont pas très larges. Il y a des fenêtres. Il y a le complément alimentaire, il y a l'agent nutriceutique, c'est-à-dire ce qu'on peut ramener et considérer comme un médicament, et il y a l'agent pharmaceutique, qui doit avoir une posologie, des indications sous surveillance médicale. Et dans les deux cas, on peut aller de l'agent pharmaceutique au dopage. Certains médicaments, quand on prend l'érythropoïétine, qui est une molécule utilisée dans le traitement, peut être utilisée en dopage. La mélatonine, on la donne, vous la trouvez en tant que complément alimentaire à 2 mg pour les gens qui ont des sommeils difficiles. Mais le fait d'en abuser, ça devient comme une benzodiazépine. Elle peut entraîner des céphalées, un état d'anxiété, et si vous ne la prenez pas, ça devient un état de dépendance. Ce qui est terrible, c'est qu'en pharmacie, on vous donne de la mélatonine en vous disant elle est à base de plantes et elle n'induit pas d'effet addictif. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais est-ce que ça, c'est décrit dans ce livre? Voilà. Est-ce que ça a été réellement contrôlé? On en revient encore une fois donc au problème du contrôle. Je voulais, on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, ces magasins qui moi me gênent quelque part parce que ce que ça induit en fond est terrible d'après ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure. Les magasins qui vendent des compléments alimentaires ouvrent presque à chaque coin de rue de nos villes. Il y a un marché, donc il y a des importateurs, donc forcément des sommes colossal derrière. Vous aviez donné tout à l'heure le chiffre de 2 milliards et en laissant entendre que ce chiffre chez nous risque d'être démultiplié. Où est la loi? Comment aujourd'hui le consommateur est protégé avant qu'il ne vous arrive dans vos structures à vous et souvent dans un état piteux? Je pense qu'il est impératif, il y a 3 choses. La première des choses, c'est qu'il faudrait que le scientifique intervienne, que ce soit le médecin ou les personnes qui contrôlent, mettent en place des données scientifiques. Le deuxième, et je pense qu'il est plus urgent, c'est que les ministères concernés doivent se concerter pour mettre en place une réglementation rigoureuse, l'importation, mais même dans le cadre de la fabrication. Parce que maintenant, on fabrique des compléments alimentaires. Il est impératif. Et troisième élément, là où également je suis sidéré, parce qu'on n'en voit que ça, les gens sont tarabusqués, c'est un peu les médias. Maintenant, il n'y a pas, on voit dans le journal télévisé, darba, truc. Là, je prends les médicaments. Bon, moi, j'ai une personne qui m'est proche qui m'a posé l'arthrofite pour les articulations, qui est à base, soi-disant, je ne vais pas citer les trucs, mais beaucoup plus pour. Les gens le prennent facilement, alors qu'il a un prix exorbitant, presque 3000 dinars. 3000 dinars la boîte. Voilà, la boîte. Aux dépens d'un anti-inflammatoire qui coûte 6 fois moins. Bon, c'est vrai. Je ne dis pas que peut-être il ne rapporte pas plus, mais est-ce qu'il y a une preuve scientifique? Ah oui, mais là, on revient finalement au schéma de Rahmat Rabbi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, ce genre de médicaments qui nous ont accompagnés, par exemple, durant tout le ramadan dernier, où on avait droit à des spots à longueur de journée, ça guérit des maux de ventre, des ballonnements, ça guérit l'arthrose, ils sont là. Donc, encore une fois, je remets la raquette dont je parlais tout à l'heure, ça passe encore. Mais où est l'éthique? Parce qu'il est dit dans la loi, un complément alimentaire ne doit avoir en aucun cas une allégation thérapeutique. Donc, pourquoi on projette? Ça guérit, ça soulage. Ça, c'est une définition d'un traitement. Donc, automatiquement, les gens vont plus facilement. Je ne suis pas contre qu'il y ait une preuve, parce que dans le monde entier, on a pu basculer facilement, parce que c'est plus facile, s'il y a une preuve scientifique d'un complément qui apporte sa preuve thérapeutique, il est considéré comme médicament. Et l'inverse est vrai. S'il ne ramène rien, on le ramène en tant que complément. Là, on ne le fait pas. Il y a des médecins qui prescrivent, qui orientent l'achat de ces compléments alimentaires.
sans preuve. Et les gens l'achètent sans remboursement. C'est des médicaments, c'est des produits C'est des produits. qui ne sont pas remboursés, mais qui trouvent une publicité, et vous venez de le dire, répercutée aussi par des praticiens. Des praticiens. J'ai vu en oncologie des gens prendre des compléments alimentaires qu'ils ont ramenés du Moyen-Orient dans des bocaux, et j'ai des photos, pour comme quoi ils peuvent pallier et traiter le cancer du sein. Ils font plus confiance à la chimio et à la radio, ils font confiance à une molécule Mais là, non identifiée. Là, on est en plein traçabilité. charlatanisme. Voilà. Bon, on en arrive à la fin de notre émission. Et du coup, après tout ce que vous venez de me décrire, j'ai une question un peu personnelle à vous poser. Comment vous arrivez à tenir, à rester debout et surtout opérationnel lorsqu'à longueur de journée, vous voyez défiler dans vos services toute cette détresse humaine? Comment on s'arc-boute encore? Je pense qu'il faudrait. Ma vision des choses, c'est qu'il faut toujours se battre parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Il faut aller au fond des choses parce que c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras et montrer que quand même qu'on peut faire beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui sont compétents, des gens qui veulent travailler et des gens qui veulent apporter un plus. Et à ce moment-là, c'est ce qui, je pense, qui me décourage pas et qui me pousse à aller de l'avant et de me dire que au moins j'ai fait ce que j'avais à faire. Au moins, je n'aurais pas de regret en disant j'aurais dû. Donc, rassurez-moi, vous n'êtes dopé qu'aux produits naturels parce que là, vous en voulez. Non, ça me fait. Non, parce que honnêtement, parfois, je suis comme vous, même avec plus de 32 ans d'activité dans ce domaine, je suis toujours choqué, très souvent choqué d'entendre et de voir ce type de comportement. Et ces gens qui ramènent, j'ai l'impression qu'ils oublient qu'il est en Algérie, qu'il peut avoir un cousin. On en a vu, il y a des personnes qui sont venues, qui ont ramené des produits et qui ont subi carrément des séquelles et qu'ils regrettaient parce qu'il l'a ramené d'une personne, Belkaba, et puis le comble, c'est des gens qui sont quand même d'un niveau intellectuel. Professeur Belmahi, merci. Je le dis avec un souffle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le patron du service toxicologie du CHU Ben Badis de Constantine. Vous dirigez également le département pharmacie de la faculté de médecine de la même ville. Avant de nous quitter, je vais vous demander de bien vouloir nous laisser un mot et même plusieurs mots sur le livre d'or de l'émission. Moi, je vais les dire et l'écrire pour que ce soit simple, mais c'est une citation de Victor Hugo qui a dit que lorsque la pensée, notre pensée, quand notre rêverie dépasse notre pensée réellement, c'est là où notre nourriture ou notre aliment se transforme en poison. Ça, parce qu'on pense tellement s'exalter et faire de bonnes choses en oubliant le naturel. Bon. Écoutez, ceux qui ne l'auront pas entendu pourront le consulter sur le livre d'or. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, merci. Merci à vous aussi pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez chaque semaine à LSA Direct. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'émission d'actualité du Soir d'Algérie. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres émissions de LSA Direct sont disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. En attendant, plus que jamais, protégez-vous et protégez les autres.